Au niveau scolaire, ça va pas. Au niveau de mes finances, alors laisse tomber. Et là, je vais dans les magasins, j'emprunte. Et pourtant, je manquais de rien à la maison. C'est-à-dire que c'est pas comme si je volais alors que j'avais besoin d'argent. J'avais tout à la maison. J'avais le nécessaire. Et à cette époque-là, je commence également à découvrir tout ce qui est les paris sportifs. Ah, alors là, les paris sportifs. Bonjour et bienvenue sur Potentiel Podcast, le podcast qui aide des jeunes talentueux et visionnaires à découvrir, développer et déployer leur potentiel. Alors, comme je l'ai dit lors du dernier épisode, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série « C'est possible ». C'est possible, c'est simplement un voyage, un message, un témoignage, lequel, celui de ma propre vie. Je suis le propre fruit, finalement, de ce travail. À l'époque, j'étais passionné de développement personnel, chose qui est encore aujourd'hui, mais c'est toujours très difficile de pouvoir parler de l'histoire des autres, comme si ta vie à toi ne pouvait pas compter. Aujourd'hui, au travers du premier épisode, C'est possible, by Deo Gracias, je vais te raconter tout simplement comment est-ce que j'ai grandi. Je vais te parler de mon enfance, je vais te parler de mon adolescence, parce que beaucoup me connaissent simplement sur l'aspect le banquier, le coach, mais ne connaissent pas forcément l'histoire de ma vie et comment est-ce que on arrive à là où je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai atteint tout ce que je vais atteindre aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai une meilleure vie que quelqu'un d'autre. Mais simplement, c'est important pour toi, c'est important pour moi en tout cas, de te faire comprendre qu'il y a toujours un chemin, il y a toujours un processus. Il est toujours drôle d'observer dans la vie des autres en pensant que tout s'est fait du jour au lendemain. Par exemple, moi, quand je regarde, par exemple, certaines, quand j'admirais certaines, ou que j'admire encore certaines personnes qui réussissent dans leur domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les finances, que ce soit, bref, dans le sport, on a toujours tendance à observer la personne à comment est-ce qu'elle est aujourd'hui. Comme si il n'y avait pas eu un processus, comme si il n'y avait pas eu un parcours. Et c'est au travers de cet épisode, je vais te raconter tout simplement mon enfance, mon adolescence. Tu sais, comment j'ai grandi ? Moi j'ai grandi, je suis né d'ailleurs à Kinshasa. Donc je suis d'origine congolaise. Je suis né à Kinshasa. Voilà, j'ai vécu une partie de mon enfance à Kinshasa jusqu'à peu près en 2005. Donc je suis issu d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Voilà, j'étais le tout petit dernier. Et beaucoup me demandent parfois, mais Deo Gracias, déjà on va s'arrêter. Deo Gracias, ça veut dire quoi ce prénom ? Et c'est marrant puisque ce prénom, il y a des personnes qui le trouvent original. Il y a des personnes, quand je leur dis mon prénom, ils me disent non mais donne ton vrai prénom. Il y a d'autres simplement qui me disent est-ce que tu peux répéter ? Et d'ailleurs même, petite anecdote, quand je donne mon prénom au travail, les clients voient mon nom sur ma carte de visite ou encore sur leur application bancaire. Et quand ils voient l'intégralité de mon nom, certains même se posent la question, quel est le nom, quel est le prénom ? Et effectivement, Deo Gracias vient une étymologie latine, hispanique. Même si je ne suis pas espagnol, yo hablo un poquito espagnol. Et en fait, tout simplement, Deo Gracias veut dire quoi ? C'est que je te raconte un petit peu mon histoire, rapidement. Je suis né d'une famille de plusieurs frères et sœurs et j'étais le tout dernier. Ma maman était stérile pendant de longues années. Elle voulait enfanter, mais malheureusement, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et comme elle a toujours eu la foi et qu'il priait pendant des années, après son mariage, on n'arrivait pas. Voilà, Dieu gracias ne voulait pas venir. Et puis finalement, après, elle nous a tous enchaînés. On a presque tous un an d'écart, sauf avec la dernière. Elle nous a tous enchaînés. Et quand je suis né, les parents jugeaient bon de dire merci à Dieu en me donnant ce prénom Deo Gracias. Bref, ça c'est la petite histoire, on va pas rester là-dessus. Ah, mais quoique, il y a eu beaucoup de choses autour de ce nom, je voulais changer de nom, mais bref, ça je te raconterai ça une prochaine fois. Comment j'ai grandi ? Moi j'ai grandi tout simplement dans une famille aimante. J'ai grandi avec mes deux parents, du moins une partie de ma vie, de mon enfance. J'ai grandi avec mes parents, voilà, j'ai vécu à Kinshasa, et puis j'ai dû quitter le pays en 2005. Je suis arrivé en France. Et puis en arrivant en France, grand changement. Hein. Même si on avait l'habitude parfois de venir parfois en vacances, mais c'est pas pareil quand tu quittes ton pays et que tu viens y habiter pour de vrai. Et c'est marrant puisque quand je suis arrivé en France,
j'étais en CE2, je crois. J'étais en CE2 parce que j'ai fait CE2 CM1 et j'avais un accent tapeur. J'avais un accent, franchement, aujourd'hui, je parle le français. Mais avant, je parlais français. Mais tu connais le français des Africains, je sais que tu connais le français où tu parles avec une nonchalance. Je vais pas t'imiter ça devant la caméra, mais je pense que tu comprends. Donc enfin bref, j'ai vécu une partie de mon enfance à Kinshasa. Je suis arrivé ici, j'ai vécu en Normandie avec ma maman. J'ai vécu en Normandie avec ma maman, mon frère et ma grand-mère. Comment j'ai grandi? J'ai grandi dans une maison où voilà, j'ai eu l'amour, hein, voilà, j'ai eu l'amour de ma maman qui nous a élevés, mon frère et moi. Donc voilà, moi j'ai fait la scolarité classique, je suis allé au collège, et puis il y a eu un petit épisode en 4e. J'ai été renvoyé du collège. Je suis passé en conseil de discipline. Pourquoi? Parce que j'étais un élève perturbateur. À tel point même qu'on nous appelait le gang de voleurs de trousses. On volait des trousses, on jetait des boules puantes. Et à cette époque-là, j'étais viré du collège 1 mois parce que j'avais insulté un parent de mon professeur d'SVT. Et en plus, à cette époque-là, j'étais tellement naïf que le jour de mon conseil de discipline, lorsqu'on m'a demandé, mais est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as insulté? Et moi j'ai dit, en plus ils m'ont pris au piège. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu l'as insulté parce que tu étais énervé? Et j'ai dit, oui, c'est parce que j'étais énervé. Et dès que j'ai osé dire ça, ils ont dit, bon, sors de la pièce, on va délibérer. Et quand je sors de la pièce, en revenant, ils me disent, donc c'est parce que tu étais énervé, c'est ça, hein? Et moi je dis, oui, c'est ça. Ils me disent, mais toi tu te prends pour qui? Parce que tu es énervé, tu crois que tu peux insulter un enseignant? Et j'avais l'impression que j'étais pris dans un guet-apens. Et j'ai pris 1 mois ferme. Toi aussi. 1 mois d'exclusion, inclusion. En fait, c'est la pire chose. C'est-à-dire que déjà, tu me vires du collège. Et en plus, tu me maintiens du collège parce que je devais venir, crois pas que c'était le repos, hein. Je devais venir les matins pour récupérer les devoirs, aller chez moi, travailler, revenir le soir, rendre le travail. Mais c'était de la folie, en fait. C'est-à-dire que je devais travailler. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais que j'allais te virer 1 mois, ça allait être tranquille à la maison. Archi pas. Et je devais venir rendre les devoirs. Mais bon, ça m'a calmé vite fait, tu vois, j'ai arrêté les bêtises pendant quelques instants. Pendant quelques semaines en tout cas, avant d'être envoyé par la suite pour des petites exclusions. Comment j'ai vécu mes premiers rapports à l'argent pendant cette période? Moi, il faut savoir que j'avais de l'argent de poche. Voilà, ma maman parfois nous donnait de l'argent de poche. Et comment j'utilisais cet argent? En fait, pour moi, l'argent à cette époque-là servait uniquement à être dépensé. C'est-à-dire que moi, j'avais de l'argent de poche de temps en temps. Et quand j'avais cet argent, dépense. Je m'achetais des bonbons. Tu sais, les grosses sucettes, là. Je crois que coûtaient 2 €, tu les mettais dans ta bouche, ça se finissait pas. Et après, il y avait un chewing-gum. Et je faisais ça, j'achetais des chaussures. À un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvé à avoir 20 paires de chaussures. Mais pourquoi autant de chaussures pour une seule personne? Mais en fait, je ne savais pas qu'à cette époque-là où j'avais autant de chaussures, c'est que pour moi, le fait de dépenser dans ces chaussures, c'était pas simplement une dépense. C'était comme si, pour moi, j'avais le sentiment que je ne recevais pas de l'amour. Et donc du coup, pour moi, c'est comme si cet argent servait à acheter ma paix en fait. Et donc du coup, pour moi, cet argent, il ne pouvait pas rester dans mes mains. Je le dépensais systématiquement. C'est-à-dire dans des bonbons, en plus, regarde, dans des bêtises. Et puis finalement, voilà, pendant cette époque de collège, j'arrive au lycée en seconde. Et puis en seconde, mais c'est grand changement. Je me retrouve en seconde, dans le monde des adultes. Donc t'es obligé là maintenant d'avoir de l'argent, il faut que t'arrêtes d'acheter que des bonbons. Maintenant il faut que tu commences un petit peu à manger des kebabs, à vouloir te faire des restaurants, à vouloir te faire des flunchs, etc. Donc du coup pour moi cet argent-là, au lycée, c'était pour me montrer que j'étais frais. Et donc fallait que En plus, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, je pense que ça doit être pire aujourd'hui, mais
la forte pression sociale qu'il y a quand tu arrives au lycée. Au collège, limite, tu connais, c'est les personnes que tu connais, que tu as fréquentées. Parfois même, c'est des gens de l'école primaire qui sont arrivés au collège. Et c'est toujours les mêmes personnes. Mais quand tu arrives au lycée, c'est des gens parfois qui habitent à 15 kilomètres, à 10 kilomètres. Donc c'est pas simplement tes voisins que tu as l'habitude de voir quotidiennement. Donc tu te retrouves dans un univers ouvert avec des personnes qui habitent... moi j'ai vécu en Normandie, donc j'ai vécu à Caen. Tu te retrouves avec des personnes qui habitent dans d'autres villes un petit peu dans la périphérie du centre, enfin, de la ville de Caen, ou tout simplement voilà. Et là, tu te retrouves dans un univers où tu vois des personnes qui arrivent, qui ont des vêtements de marque, qui ont des sacs de marque, tout ça en secondes. Sauf que toi, quand tu t'habilles avec des vêtements parfois que... Merci maman, qui a toujours pris soin de nous. Des fois, quand tu t'habilles avec des vêtements... Tu connais Babou ou pas? Des fois, quand tu t'habilles avec des vêtements qui sont bien, qui sont très portables, mais quand tu arrives dans un environnement où d'autres personnes ont des vêtements de marque, et que toi, tu as des vêtements, mais qui ne sont pas de marque, tu as toujours le sentiment de vouloir un peu montrer que toi aussi, tu es quelqu'un. Donc, si tu veux, avec cet argent-là, quand j'étais au collège, j'avais pas forcément de bourse, hein. À cette époque, c'était principalement utiliser l'argent pour les vêtements, pour avoir les dernières chaussures. Et je vais te raconter une petite anecdote. Et je voulais tellement être hype et montrer que moi aussi, je pouvais être intégré socialement, avoir des beaux habits. Et c'est vrai que parfois l'intégration, c'est pas juste une intégration par la personnalité, par ce que tu es. Tu as également une intégration parce que tu portes, en fait. Et à cette époque, je me rappelle, j'avais besoin d'une paire de chaussures. À l'époque, c'était des Kawasaki. Je sais pas si tu connais, tu vois, les paires de chaussures. Aujourd'hui, je les trouve moches. Et j'avais une paire de chaussures. Et je me rappelle, mon père, il m'avait acheté une paire de chaussures. Parce que comme j'habitais pas forcément avec lui, je lui disais, papa, je veux acheter une paire de chaussures. C'était une paire de Kawasaki. Et je me rappelle, il m'a emmené dans une boutique. C'était dans la ville d'Amiens. Et quand j'arrive dans le magasin, je me rends bien compte qu'il y a plus de chaussures il y a plus de la paire qui correspond à ma pointure, en fait. Et moi, j'avais déjà des pieds un peu grands à cette époque. Et quand j'arrive au magasin, je me rends compte qu'il y a uniquement la pointure en dessous. Et quand je mets la paire de chaussures, frère, tu vois, c'est comme si, en fait, tu vois mes doigts, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, les phalanges, je ne sais pas quoi. Tu vois que vraiment mes pieds sont étouffés dans ces chaussures. Mais je dis, papa, je peux les porter? Il me dit oui. Et en plus, c'était fait en toile. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une paire en toile. C'est-à-dire que quand je les mettais, mes pieds étaient comme ça. Et en fait, comme ma maman, elle aime dire, mourir par dignité. Et je les ai quand même prises parce que pour moi, ce n'était pas le fait de souffrir avec les chaussures qui était important pour moi. C'était le fait que d'avoir ces Kawasaki, c'est être à la mode. Donc, tu acceptes de souffrir parce que simplement tu veux être intégré. Donc, si tu veux, moi, à cette époque-là, la seule vision que j'ai de l'argent, c'est principalement l'argent sert à être dépensé et même à être accepté. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu. Jusqu'à ce que, en 2000, je fais mon année de lycée en seconde générale. Moi, je vais en cours, mais je suis distrait. Je vais en cours, mais en fait, moi, j'avais une personnalité, j'étais le gars excité, en fait. C'est-à-dire que moi, déjà au collège, j'étais excité. J'étais là, j'avais ce fort sentiment d'appartenance. Donc quand j'avais des amis, pour moi, on faisait les 400 coups. Et quand j'arrive en seconde, pendant que les autres viennent pour travailler, moi je viens pour bavarder, je viens pour ricaner, je viens pour amuser la galerie. Bah forcément, tu viens pour amuser la galerie, sauf que t'arrives en seconde. Frère, la seconde, t'as l'impression que je sais pas pour toi, mais quand tu passes du collège à la seconde, le niveau, il a rien à voir. Tu te dis, mais si t'as pas appris à travailler, t'as pas une habitude de travailler, mais tu arrives en seconde, c'est trop difficile en vrai. Moi, j'arrive en seconde, moi je suis là, déjà je suis distrait, les filles, mes dépenses, vouloir ressembler à d'autres, être intégré. Donc pendant que les autres vont pour étudier, Deo Gracias, lui, ne vient que pour ricaner, ne vient que pour rigoler, pour faire rire les autres. Bref, moi je kiffais les rentrées. Je kiffais les rentrées scolaires parce que pour moi,
Surtout au lycée. Au collège, voilà. Mais surtout au lycée. Les rentrées scolaires, il fallait que j'ai les dernières sapes. Donc forcément, moi, quand j'arrive, je fais toute mon année de seconde. N'importe quoi, mon année scolaire. Mon année de seconde, je me retrouve avec des 9 de moyenne. Et les profs, ils me disent quoi? Non mais, tu pourras pas poursuivre en général, toi. Tu ne pourras pas poursuivre en général. Et moi, je me dis, mais attends. Comment ça, je peux pas poursuivre en général? J'avais 9 de moyenne. J'avais 9 de moyenne. Et quand tu compares finalement mes autres camarades de classe, on voyait bien que j'avais un décalage. Et tu connais quand t'es en seconde et que tes parents veulent que tu ailles quand même en général, etc. Ils font du forcing. Et moi, je me rappelle ma conseillère d'orientation à l'époque en seconde, elle dit non mais Deo Gracias, il ne pourra pas aller en seconde, il pourra pas poursuivre en général en fait, ce sera trop difficile pour lui, il pourra pas poursuivre en général. Sauf que ma maman n'est pas de cet avis. Elle insiste quand même parce qu'elle veut à tout prix que j'aille en seconde générale. Et que je reste au lycée. Du moins, si je vais pas en général, que j'aille au moins en technologique. Ah, tu connais la classe STMG. Oh là 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 là. Et moi, comme de toute façon, je veux juste rester au lycée parce que j'ai des intérêts. J'ai mes centres d'intérêt, tu connais. Les filles. Le fait de pouvoir avoir mon groupe de potes, ça m'arrange de rester en lycée. Et finalement, je vais en seconde technologique. En première technologique. Donc, la STMG. En fait, même les profs, comment ils voyaient la STMG, tu te disais, mais on t'envoie dans un bourbier. On t'envoie dans un traquenard. Mais moi, comme dans tous les cas, je me voyais déjà comme un élève perturbateur, je me voyais comme un élève qui vient pour perturber les cours. Pour moi, quand j'arrive en première STMG, l'année catastrophique. Catastrophique. C'est-à-dire que, en seconde générale, j'avais 9 de moyenne. J'arrive en première technologique, 9 de moyenne, 7 de moyenne. Et je me rappelle, mes profs me disent, mais, on comprend pas en fait. Je crois que j'avais la note la plus basse de ma classe. Et pourtant, la particularité, c'est que mes enseignants du collège à la première disaient toujours, Deo a un potentiel. Deo Gracias a un potentiel qui n'exploite pas. Deo Gracias ne cesse de perturber le cours. Deo Gracias perturbe le cours par des ricanements inutiles. J'avais toujours des avertissements comportement, avertissements travail. Et en première, je me voyais déjà comme un cancre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve dans une classe, c'est comme si, c'est un peu brutal, ce que je vais te dire là. Je demande aux sensibles de fermer leurs oreilles. C'est comme si en fait on était dans une classe de... les clowns en fait, les singes, les clowns. Et en fait c'est comme ça que je me voyais. Et c'est à cette époque-là que je découvre que la manière de te voir va déterminer tes actes. Donc moi je vais en cours, mais la vérité c'est que je déraille en cours. À tel point même que j'ai pas eu mon bac de français. J'ai raté mon bac de français. Et c'était tellement traumatisant pour moi que j'étais obligé de dire à ma mère, mais si maman, j'ai eu mon bac de français. En fait, j'avais pas eu mon bac de français. Et du coup, je me retrouve là, les profs me regardent, ils me disent, mais attends, si en première, tu te retrouves avec 7 de moyenne, comment est-ce que tu penses que tu vas avoir ton bac? Et en plus, il faut savoir qu'à cette époque-là, mais c'était une époque pour moi, je vais en cours, j'ai un peu d'argent de poche, quand j'en ai, je claque. Mais le pire dans tout ça, c'est que je commence à avoir des fréquentations un peu douteuses. Je commence à aller dans les magasins pour emprunter sans rendre. T'as capté ou pas? J'allais dans un certain magasin dans lequel je pensais que c'était le magasin de mes parents. Je viens, j'emprunte et je pars. Et un jour, je te raconte une petite histoire rapide. Un jour, je vais dans ce magasin, j'emprunte quelque chose. T'as compris, t'as capté? J'emprunte quelque chose. Et en fait, je me rends compte que ça passe. Je me fais pas attraper. Et du coup, je rentre dans cet engrenage. Je commence à engrainer les autres en disant, hey les gars, venez, on va dans ce magasin. Et puis, c'était devenu une habitude. Au niveau scolaire, ça va pas. Au niveau de mes finances, alors laisse tomber. Et là, je vais dans les magasins. J'emprunte. Et pourtant, je manquais de rien à la maison. C'est-à-dire que c'est pas comme si je volais alors que j'avais besoin d'argent. J'avais tout à la maison. J'avais le nécessaire. Et à cette époque-là, je commence également à découvrir tout ce qui est les paris sportifs. Ah, alors là, les paris sportifs. En plus, en fait,
c'est comme les gens qui commencent à fumer. Il y a toujours quelqu'un, un jour, qui vient te voir, qui te fait tester quelque chose en te disant, teste. C'est comme la cigarette. Et teste. Non, je t'ai pas dit de tester, toi aussi. Et finalement, dès que tu rentres dedans, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, je crois. Et c'est comme si tu deviens accro. Et je me rappelle, à l'époque, en 2014, quand j'étais en classe de première, je découvre les paris sportifs. Oh là 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 là. Je sais que les parieurs connaissent. Et en fait, je vais te faire le portrait du parieur. Le parieur vient de découvrir les paris sportifs. Et comme par hasard, il joue, il gagne. Il gagne, il joue, il va mettre 2 euros, il va gagner 36 euros. Et finalement, après ce premier gain, tu te dis, mais je gagne de l'argent alors que j'ai juste mis une petite mise. Après, tu rentres dans un vice. C'est-à-dire que tu commences à jouer, et tu as tout le temps l'espoir de gagner. C'est-à-dire que tu es là en mode, ouais, je vais jouer, je mets 2 balles. Après 10 euros, 20 euros, 100 euros. Tu commences à créer un compte. Et en plus, comme du coup, soit t'es pas majeur, mais tu vas miser au bureau de tabac, il y a certains buralistes qui vont te laisser, genre. Ou simplement, tu vas envoyer quelqu'un pour qu'il aille faire ton ticket. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un petit peu à jouer au jeu des paris sportifs. Évidemment, pour tout l'argent que j'ai misé par rapport à ce que j'ai gagné, franchement, très faible. Et t'as toujours la psychologie du mec qui joue. Ouais, ce ticket, c'est un ticket sûr. Comment est-ce que tu me parles de jeu de hasard et tu me dis c'est un ticket safe? Mais ça, c'est en gros, tu vas te rassurer quand tu joues, tu te dis que tu vas gagner dans tous les cas. Et là, je rentre un peu dans cet engrenage, je vais jouer au paris sportif, je dis que je vais gagner, tu parles avec tes potes. Et en plus, t'as toujours ce groupe de parieurs. Et vous avez votre ticket. Ouais, toi t'as mis quoi? Ouais, moi j'ai mis le Barça. Toi t'as mis quoi? Ah, moi j'ai mis le Real. Mon ticket c'est du sûr. Vas-y, copie le même, c'est un sûr. Et à tel point que le buraliste me reconnaissait carrément. Et puis pour moi, 2014, du moins jusqu'au mois de juillet 2014, je vais en cours sans espoir, je dérange les cours, je découvre les paris sportifs, je commence à emprunter dans les magasins, et je vais même parfois, ça je te raconterai une prochaine fois, connaître un petit peu la mini-délinquance. Mais tu vois, moi je suis délinquant gentil, tu vois, moi j'étais plus un influenceur. J'attrape des gens, je dis les gars, venez on fait une descente quelque part, on emprunte, on part, mais gentiment. Et ça c'était jusqu'au mois de juillet 2014. Et après ça, il se passe un truc de malade.